Depuis quelque temps, quand il s'agit de prendre soin d'elle, Sandra a changé ses habitudes. Alors, la coco, elle est là. Son premier geste, c'est d'aller vers son frigo. Je prends mon huile de coco, qui est ma petite révolution, du coup, depuis 4 ans maintenant. Son huile alimentaire à base de coco ne lui sert pas qu'à cuisiner. Dans sa salle de bain, c'est devenu son produit de beauté fétiche. Ça remplace le lait corporel, aussi bien en hiver, en été. Ça hydrate très bien la peau et au moins c'est sain et naturel. Il n'y a qu'un seul produit. Son huile, la jeune femme de 33 ans la met à toutes les sauces. Soin pour les cheveux, déodorant, Huile qui s'applique aux doigts, hop, sous les aisselles. et elle fabrique même ses propres shampoings. Donc toujours à base d'huile de coco. Dans ses placards, il ne reste que des vestiges de ses anciens produits cosmétiques. Sandra ne les utilise plus depuis qu'elle a pris peur. On a de l'éthylxylstarate, du caprylique triglycéride, méthylpropanédiol. Enfin, tout ça, je sais pas à quoi ça sert. Et pour un produit tout petit, finalement. Donc, ça, au moins, je sais que c'est de l'huile de coco, que de l'huile de coco. Et c'est plus efficace et aussi plus économique à la longue. Et effectivement, depuis qu'elle fabrique ses cosmétiques avec de l'huile de coco, elle réalise de vraies économies. Rien que pour ses cheveux, c'est presque une dizaine d'euros par mois. J'ai plus d'après-shampoing, j'ai plus de masque parce que je m'en sers comme ça directement sur les pointes. Donc j'en ai au lieu d'en avoir pour plus de 7 euros, j'en ai pour 1,06 €. Et Sandra ne compte pas s'arrêter là. Son prochain défi sera de confectionner son propre dentifrice à partir d'huile de coco. L'huile de coco, un produit magique en pleine explosion. Le fruit tropical a envahi les rayons cosmétiques de nos supermarchés. On le retrouve décliné sous toutes les formes, crème, shampoing, déodorant, pour des prix allant de 3,55 € les 400 ml à plus de 10 € pour 50 ml. En 5 ans, le nombre de produits étiquetés coco a été multiplié par 3. À l'origine de la folie coco, des magazines féminins vantant les mérites naturels du fruit et des influenceuses s'affichant sur les réseaux sociaux avec leurs cosmétiques. Elles sont toutes dingos de coco et nous rendent accros. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'huile de coco. Multiplié par 8, le marché des cosmétiques coco dépasse désormais le milliard d'euros. Résultat, les industriels sont de plus en plus nombreux à investir des millions d'euros pour avoir leur gamme coco. Alors d'où vient cette huile? Comment sont fabriqués les cosmétiques à la coco? Pourquoi sont-ils à la mode? Enquête au cœur du business de la coco. À Salon de Provence, dans le sud de la France, il y a un industriel qui a bien compris le potentiel de la coco et qui a misé très gros sur le fruit tropical. Bonjour Sylvie. Pendant plus de 20 ans, le créneau de Xavier Padovani, c'était l'huile d'olive et l'huile d'argan. Je pars en réunion marketing et je suis en salle de réunion. Des cosmétiques qui sentent bon la Méditerranée. Mais il y a 2 ans, le patron s'est rendu compte qu'il n'avait d'autre choix que de développer des produits à la coco. Bien évidemment, la coco, ça fait vendre parce que c'est quand même une tendance de fond sur les produits exotiques. C'est aujourd'hui à la mode. C'est également en fait un produit qui est d'une simplicité qui est connue et reconnue par le consommateur. Du coup, pour 6 800 000 €, il a racheté une marque de crème solaire. Envie d'évasion? Les soins solaires Lovea au délicieux monoï de Tahiti. Le défi de Xavier Padovani maintenant, c'est de décliner les cosmétiques de l'été en une vingtaine de produits du quotidien. Relancer une gamme comme ça, c'est à minima 300 000 € d'investissement. C'est quand même une grosse dépense, donc c'est un gros pari pour une PME comme la nôtre. Il ne faut pas qu'on se trompe, voilà, on a tout intérêt à faire des bonnes formulations. C'est tout le casse-tête du laboratoire que d'élaborer une crème qui va plaire aux consommateurs. Le patron y a investi 8% de son chiffre Vous d'affaires. allez bien? Une responsabilité qui repose sur les épaules des ingénieurs comme Pauline Métairie. Elle doit trouver le bon équilibre entre des ingrédients qui vont être agréables au toucher et ceux qui vont hydrater. Dans une crème, ça commence par 60% d'eau.
On va rajouter de la glycérine pour la partie hydratation du produit, l'émulsionnant. L'émulsionnant, donc ça sert à stabiliser l'eau et l'huile, parce que l'eau et l'huile ne se mélangent pas, l'huile de tournesol. On ne peut pas avoir un mono-ingrédient, ça apporte pas assez de sensorialité. Donc on est obligé de travailler le beurre de karité pour apporter de la consistance et du nourrissant. Et l'huile de tournesol va apporter le glissant en fait, sur les produits. La formulation pourrait s'arrêter là. Mais pour surfer sur la tendance, la chimiste va rajouter l'ingrédient le plus cher, l'huile de coco. On va perdre en marge à hauteur d'une dizaine de %. Mais c'est un choix aussi, on aurait pu le vendre beaucoup plus cher, mais il y a une limite aussi qui est acceptable par le consommateur, donc on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. Cette crème sera vendue un peu moins de 6 € les 150 ml, dans la moyenne des prix du marché. Pour amortir son investissement, l'entreprise va devoir vendre plus de 400 000 produits par an, selon nos estimations. Donc si tu veux, je peux te le faire tester. D'ici 5 ans, avec cette nouvelle gamme à la coco, Xavier Padovani voudrait atteindre les 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin, s'il arrive toujours à s'approvisionner en huile de coco. Car depuis 8 ans, la production mondiale d'huile de coco n'a pas augmenté. Elle stagne à 3 600 000 tonnes par an, quand le nombre de cosmétiques coco sur le marché a lui triplé. Et le problème, c'est que tous les industriels se fournissent au même endroit, à l'autre bout de la planète. En Asie du Sud-Est. 90% de la production mondiale de coco sont réalisés par quelques pays comme les Philippines, l'Indonésie ou encore la Thaïlande, où nous nous rendons. Ici, dans les provinces au sud du pays, les cocotiers sont légion. Et même si la demande en coco explose, la récolte de cette matière première se fait encore de manière artisanale. Depuis l'âge de 12 ans, Samar Choussané travaille dans la cueillette de coco. Il est employé par une grande entreprise pour décrocher les noix suspendues à plus de 30 mètres de haut. Il est payé 12 centimes d'euros par noix récoltée. L'arbre est très haut, du coup je dois me servir d'une perche pour attraper les noix de coco. Et ça demande beaucoup d'énergie. Si quand il était jeune, il montait les chercher à la main, aujourd'hui il s'est confectionné une canne rudimentaire, pas très simple à manier. C'est fait avec un crochet en métal, avec une pointe aiguisée, qui permet d'arracher la noix de coco. C'est haut et dangereux. Et surtout, il faut vraiment bien choisir les noix de coco dans l'arbre avant de les faire tomber. Pour faire la fameuse huile de coco, il faut des noix bien mûres pour que la chair soit dense. Il faut donc avoir l'œil. Samar arrive quand même à récolter 300 cocos par jour. Je peux gagner beaucoup d'argent. Avec sa cueillette, il arrive à gagner 750 € par mois, soit 37% de plus que le salaire moyen du pays. Dans une plantation voisine, il y a un producteur de noix de coco qui a trouvé un moyen ultra efficace pour récolter bien plus sans se fatiguer. C'est Sou, son singe de 7 ans, qui va les ramasser pour lui. Plus vite. Allez, allez. Utiliser un singe pour cueillir des noix de coco, c'est vraiment mieux que la perche. Avant, j'en utilisais une, mais ça me fatiguait. Du coup, Chavalit Choussané s'est acheté un singe pour une petite fortune, 1 250 €. Mais l'investissement valait son pesant de coco. Son singe est capable de ramasser jusqu'à 1000 noix par jour. C'est 3 fois plus que Samar. Mon singe, je le dirige au doigt et à l'œil. Il ramasse tout ce qu'il faut. Par là, par là. Chavalit n'a pas choisi son singe par hasard. C'est un macaque à queue de cochon, une espèce réputée pour son agilité et son intelligence. Je l'ai dressé, il sait que quand il n'y a plus de coco à ramasser, il va directement sur un autre arbre. Et surtout, une espèce menacée. Mais le producteur ne s'en soucie pas. Sou lui fait gagner bien trop d'argent.
Il n'y a pas besoin de partager le revenu avec elle. Il faut juste que je prenne bien soin d'elle et que je la nourrisse bien. En étant propriétaire de sa plantation, Chavalit revend ses cocos 56 centimes d'euros, 4 fois plus cher que Samar. Ce business bien huilé lui permet de gagner plus de 5 000 euros par mois. Maintenant, on a fini la matinée, on va aller se reposer à la maison. Dans l'après-midi, ma femme va venir ramasser les noix de coco. Puis un camion va les récupérer. Grâce à la noix de coco, l'agriculteur a accumulé une petite fortune. Il s'est offert une très belle maison et un énorme pick-up dans une région où les gens se déplacent majoritairement en 2 roues. En Asie, la culture de la noix de coco est l'affaire de milliers de petits producteurs isolés. Du coup, pour approvisionner les usines en coco, c'est un camion qui collecte les milliers de noix de chaque exploitation. Quand elles arrivent ici, elles valent 80 centimes d'euros. Ensuite, les noix vont être décortiquées de manière très artisanale. Une armée de travailleurs va peler, pour 10 euros par jour, plus de 700 cocos. Tout ça sous la supervision de Jimmy, l'un des dirigeants de l'usine. Jimmy, vous avez beaucoup d'employés. Ah oui, ici, dans cette usine, nous en avons plus d'une centaine. Et figurez-vous que tout est bon dans la coco. L'écorce sera transformée en matelas, la coque donnera du charbon et l'eau sera consommée en boisson. Pour faire de l'huile, il reste une ultime étape. Ils doivent peler le reste de l'écorce pour qu'il ne reste que la partie blanche. Et quand il ne reste que cette partie, nous envoyons la chair de coco dans l'usine. L'industriel n'a pas de temps à perdre. Pour obtenir une huile vierge de bonne qualité, il ne doit pas y avoir plus de 48 heures entre la récolte et le pressage. Aujourd'hui, on a 6 tonnes de chair de noix de coco. 6 tonnes. Après avoir été lavée, la chair va être envoyée vers un broyeur pour la réduire en copeaux. Ceux-ci vont être pressés mécaniquement jusqu'à donner du lait de coco. La dernière étape fait intervenir un séparateur. Ici, le séparateur va tout retirer, comme l'eau et la crème. Ici, on n'a que de l'huile vierge. C'est de l'or blanc. C'est fantastique. Au total, il aura fallu 7 kg de chair fraîche pour obtenir 1 litre d'huile de coco vierge premium, vendue 7 810 € la tonne à des industriels européens et asiatiques. Mais cette entreprise ne produit pas que de l'huile de coco haut de gamme. Elle fabrique aussi de l'huile premier prix. Ce serait même la majorité de sa production. Pour ça, elle utilise des noix de coco de moins bonne qualité, voire très abîmées, avec des moisissures ou des champignons. Ce sont elles qui entrent dans la composition de la plupart des cosmétiques à la coco vendus en supermarché. C'est ce qu'on appelle du copra. Et ce n'est pas tout. Dans l'huile de copra, on ne met pas que de la chair. Ce n'est pas de la chair, c'est de la peau. C'est des épluchures, mais les épluchures ont beaucoup d'huile à l'intérieur. Une fois séchées pour en retirer l'humidité, les noix et les peaux de coco vont être broyées. Et ça devient des flocons de toute petite taille qu'on a là dans cette bassine. On les prend pour les mettre dans une machine d'extraction. C'est comme une essoreuse. Dans le seau, c'est de l'huile brute. Côté rentabilité, cette huile est imbattable. Car pour fabriquer 1 litre d'huile de copra brute, il faut 2 fois moins de kilos de chair que pour de l'huile de coco vierge. L'extraction du copra est donc plus prolifique. Mais ce n'est pas cette huile noire, à l'odeur nauséabonde, que nous allons consommer. À ce stade-là, le liquide est toxique. Il va être envoyé à des raffineries spécialisées dans les traitements chimiques. On peut voir le processus? Non. Non, c'est sensible. Ils ne veulent pas que les gens connaissent leur procédé,
leurs machines, leurs équipements, leur manière de faire. En fait, ce que l'on ne veut pas nous montrer, c'est que dans les raffineries, les industriels ont recours à une batterie de traitements chimiques impliquant de l'hexane, un dérivé du pétrole neurotoxique, pour augmenter l'extraction d'huile, mais aussi de la soude, de l'acide phosphorique et des charbons actifs. Selon les industriels, cela permettrait de retirer les polluants, l'odeur nauséabonde et la couleur marron foncé. Une fois propre à la consommation, l'huile va revenir à l'usine pour être embouteillée, avant d'être vendue 2,5 fois moins cher que sa cousine, l'huile de coco vierge. Résumons. La Thaïlande produit 2 types d'huile. L'une blanche, vierge, première pression à froid, haut de gamme, vendue 7 810 € la tonne. L'autre jaune, raffinée, faite avec du copra, à 3 125 € la tonne. Mais au final, quelle différence y a-t-il entre ces deux huiles? Que reste-t-il de notre coco après tous les traitements chimiques qu'elle a subis? À Nantes, nous avons confié au laboratoire de la faculté de pharmacie nos 2 échantillons de Thaïlande. L'un de coco, l'autre de copra. Ici, ils vont passer une batterie de tests pour analyser les propriétés chimiques de l'huile. C'est Gaëtane Collin, experte en matières premières pour la cosmétologie, qui va interpréter les résultats. Sur les 2 schémas ici, là on a les 2 chromatogrammes, l'huile blanche et l'huile un petit peu plus jaune. Si vous regardez de près, on voit que c'est exactement le même profil. Sur ces graphiques apparaît la proportion des principaux acides gras. Et quand on y regarde de plus près, les 2 huiles présentent quasiment les mêmes propriétés hydratantes, anti-inflammatoires et protectrices pour la peau. Même si globalement, l'huile de copra, la jaune, a une composition un peu moins riche, on n'y retrouve plus aucune trace d'hydrocarbures et de solvants utilisés pour le raffinage. Par contre, quand on les analyse du point de vue olfaction, sensorielle, on a bien vu qu'il y en avait une qui sentait bon, l'huile de coco, celle qui n'avait pas été raffinée, et l'autre qui sentait peu ou pas beaucoup, parce que quand on fait un raffinage, on enlève les molécules odorantes. Mais alors, que retrouve-t-on dans nos cosmétiques? À partir de quelle huile confectionne-t-on nos crèmes et shampoings? Nos douches sont-elles plus à la coco vierge ou au copra raffiné? Nous avons interrogé un courtier en huile à ce sujet. L'information est sensible, les professionnels du secteur ne souhaitent pas s'exprimer ouvertement sur le sujet. Quelle huile est utilisée aujourd'hui sur le marché de la cosmétique? Dans les produits cosmétiques de mass market, c'est du copra. Les cosméticiens, en général, n'aiment pas les matières brutes. Ils veulent que du raffiné. On va dire que c'est à 90% du raffiné en cosmétique. Et pourquoi ils n'aiment pas les matières brutes? Parce que ça a une odeur. Et là, en cosmétique, il faut que ça sente rien, ou alors ça sente le parfum qu'on rajoute par-dessus. Alors, les industriels jouent-ils la carte de la transparence? Une partie de la réponse se trouve sur les étiquettes de nos produits. Julien Caillebec, créateur du label Slow Cosmétique, nous les décrypte. Huile de copra, huile de coco, c'est le même nom. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Cocos nucifera dans la liste des ingrédients. Donc on ne peut pas savoir si on est face à de la copra ou de l'huile de coco. En Europe, la législation sur les cosmétiques est donc tellement vague qu'elle ne différencie pas un produit naturel à la coco d'un produit transformé. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Dans la liste détaillant la formulation du produit, classée par ordre d'importance des composants, la coco n'est jamais l'ingrédient phare. Voilà, là ici c'est très fort, vous voyez, noix de coco. Je cherche la liste des ingrédients. Hop, il faut ouvrir. Voilà, Cocos nucifera oil. Mais par contre, avant ça, j'ai vu des dérivés pétrochimiques et des dérivés de palme. Donc là, c'est un beurre hydratant qui contient certes une part de coco, mais surtout palme et huile pétrochimique ou alcool gras synthétique ou transformé. C'est un produit très correct, mais c'est vrai que mon imaginaire de consommateur me faisait penser que j'achetais quelque chose comme de l'huile de coco fouettée, et c'est pas ça.
Dans l'art de faire passer des produits ultra transformés pour des cosmétiques naturels, les industriels sont capables d'aller encore plus loin. Ça, c'est très tendance. On a un logo sur ce produit lavant qui nous dit « inspiré de rituels de femmes indiennes ». Ce qu'il faut quand même savoir ici, c'est que c'est une liste ultra compliquée, avec notamment des conservateurs autorisés mais polémiques, comme le BHT. Donc on a plus de conservateurs et de parfums que de coco. Et très franchement, je doute que les femmes indiennes se lavent avec des choses aussi compliquées, aussi transformées industriellement. Pire, dans ce lait hydratant, la coco s'est tout simplement volatilisée. Là, je cherche Cocos nucifera et je ne l'ai pas. Ça veut dire que là, il n'y a même pas d'extrait de coco, il n'y a pas d'huile de coco, il n'y a pas de lait de coco. Donc là, on n'est que sur du rêve. Il y a probablement du parfum à la coco, voilà, qui est en bonne place, mais il n'y a pas de coco. Bref, la coco fait vendre. Et dans l'univers des cosmétiques, elle est très souvent plus présente sur l'emballage que dans le produit. Mais si l'on veut vraiment profiter des vertus hydratantes, protectrices et anti-inflammatoires de la coco, il y a tout de même une solution. Faire ses cosmétiques soi-même. À Paris, il y a une enseigne qui l'a bien compris. Son business, c'est de vendre tous les accessoires et les matières premières pour fabriquer ses cosmétiques maison. Et le best-seller, avec 60 tonnes écoulées chaque année, c'est la fameuse huile vierge vendue 17 €. Le Copra, lui, est vendu 10 € le litre. Les deux huiles se vendent en quantité folle. Et pour en vendre encore plus... Bonjour. Vous venez faire l'atelier? L'entreprise organise des formations pour 65 €. Ce jour-là, Oriane Valentin va apprendre à la dizaine de participants à confectionner leurs soins pour le corps. Alors, bienvenue à toutes et à tous, du coup, parce qu'on a un homme parmi nous. Le credo d'Oriane, c'est de faire des cosmétiques à la composition simple, mais efficace. On va supprimer tous les ingrédients qui peuvent être superflus, qu'on trouve dans des cosmétiques traditionnels, mais qui n'ont pas forcément vraiment raison d'être, qui n'apportent aucune propriété à la peau ou aux cheveux. Objectif de la formation, réaliser un savon soi-même. Pour ça, il n'y aura que 3 ingrédients. Du beurre de karité pour une mousse onctueuse, de l'huile d'olive pour la douceur et du copra pour ses propriétés hydratantes et antimicrobiennes. Là, je vais peser l'huile végétale de copra. Tout est détaillé comme une recette de cuisine pour que les apprentis repartent avec de bonnes bases. Je vais pouvoir le refaire après avec ma fille à la maison, parce que c'est quand même assez ludique et je pense que ça va lui plaire. Faire son savon soi-même serait un jeu d'enfant, même lorsqu'il s'agit de manipuler un produit chimique comme de la soude. Hop là. Indispensable pour la transformation des huiles en savon. Je me transforme en petit chimiste. On va continuer l'agitation au mixeur. Voilà. Et en l'espace de 20 minutes, Isabelle aura réussi à faire un savon comme les pros. Je suis assez fière de moi. Moi qui ne suis pas manuelle. Voilà, vous te débrouillez comme une chef. Au final, les chimistes en herbe ont réalisé 500 grammes de savon pour 6,90 €. 3 fois moins cher qu'un savon à la coco, vendu en grande surface. Et voilà. Dans le commerce, où on va payer la marque, on va payer le côté publicité. Ici, on n'a pas tous ces frais-là qui rentrent en compte, donc forcément, c'est plus intéressant. En jouant la carte de la transparence, les clients sont donc rassurés. L'entreprise, elle, réalise un chiffre d'affaires de plus de 80 millions € par an. Merci, au revoir. Au revoir. Après les huiles d'amande douce et d'argan, la coco est la star de l'univers des cosmétiques. Mais combien de temps encore avant d'être détrônée par une nouvelle huile ?